Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le charmant village de Villeneuve d'Aveyron pour un nouvel épisode de Portrait de pèlerin. On se retrouve donc en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Suzanne. Donc Stéphanie a fait le chemin de Compostelle en partant du Puy-en-Velay et ensuite elle est partie sur le Camino del Norte jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en une seule fois. Et aujourd'hui, Stéphanie, tu es gérante d'un gîte communal pour les pèlerins. C'est ça. Donc en tout premier lieu, dans quel contexte tu étais avant de partir sur le chemin de Compostelle? Dans quelle période de ta vie tu étais? Alors en fait c'était en 2016. L'année 2016 a été un peu compliquée pour moi émotionnellement et en fait fin 2016 j'étais vraiment pas très bien. Voilà, on m'a diagnostiqué burn-out, voilà comme ça arrive. Et surtout en fait quand le médecin m'avait dit ça, je lui ai dit mais moi je veux bien me reposer mais je veux pas prendre de médicaments. Et il m'a dit eh ben tu vas marcher 3 heures par jour. Ah d'accord, c'est le médecin qui t'a... C'était la prescription du médecin à cette période-là, donc fin 2016. Et donc c'est ce que j'ai fait tout l'hiver. Je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi et j'ai marché. Et c'est aussi pendant cette période de repos où en fait donc j'avais tout arrêté. J'avais plus de contrat de travail, j'avais pas de contraintes familiales, j'étais pas en relation, etc. Et donc j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop ce que je voulais, où j'allais. Et je me suis dit, bon, avant de rechercher un travail, ou vu qu'à ce moment-là, j'en avais pas l'énergie, je me suis dit, avant de reprendre le cours d'une vie qu'on peut appeler normale, je me ferais bien un petit voyage. Voilà. Et rapidement, en fait, j'ai pensé à l'itinérance. Et rapidement, j'ai hésité entre vélo et à pied. Mais très rapidement aussi, je me suis dit, mais à pied, finalement, c'est encore plus simple parce qu'on n'a même pas un objet supplémentaire. Et encore très rapidement, je me suis dit, bah, je vais partir sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà comment ça s'est décidé. En fait, c'était aux alentours de Noël 2016 et je me suis laissée donc l'hiver pour continuer à me reposer pour partir en fait le 1er mai 2017. Puisqu'évidemment aujourd'hui c'est un sacré souvenir. Bah oui. Donc le 1er mai 2017, du Puy-en-Velay pour la jouer un peu tradie, je trouvais ça sympa. Après en fait le truc c'est que je me suis pas dit non plus je vais à Saint-Jacques. C'était un peu un prétexte à l'errance. Comme le pseudo-but était loin, bon ça je dis ça un peu avec du recul, en analysant, mais sur le coup c'était un peu flou. Mais je crois que finalement comme ce but était super loin, ça me donnait un prétexte à avancer presque sans but en fait, puisque c'était très loin. J'avais la chance d'avoir le temps. Parce que ça, je crois que c'est un élément assez précieux qui donne un ton au cheminement, en fait, différemment de quand on a une semaine, 15 jours. Je trouve que ça change un peu l'état d'esprit, ou ça change un peu la perception du voyage en lui-même. Et moi, j'avais cette chose-là, quoi. J'avais l'horizon devant moi, le temps de me laisser bifurquer aussi. Et c'est surtout que j'avais pas d'attente envers moi-même non plus, puisque n'ayant jamais fait d'itinérance, en fait, j'avais fait une rando de 3 jours, une fois. Et c'est tout, et sinon de la rando occasionnelle à la journée. Donc pas de passif, expérimenté. Non. J'étais un peu sportive, on va dire. J'habite en montagne. Bon, je faisais du ski. J'avais une pratique sportive régulière, mais pas particulièrement de randonneuse. Et donc, je m'étais dit, je m'étais pas donné d'objectif non plus là-dessus, parce que ça pouvait être 3 jours, ça pouvait être 3 semaines, ça pouvait être 3 mois, mais voilà, en fait, c'est dans cet esprit-là que je suis partie. J'avais besoin de rester en ermitage un peu, mais en mouvement, par rapport à l'hiver que j'avais passé en ermite un peu à l'intérieur. C'était un peu la continuité de ça, mais en étant en mouvement, en étant quand même ouverte aux rencontres et aux choses qui, comme je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, aux choses qui pouvaient se présenter.
mais sans objectif vraiment précis. Donc c'est dans cet esprit-là que je suis partie. C'est très complet. En plus, je crois que ça répond à ma deuxième question qui était quelle était ta démarche. Donc c'est un petit peu ça, dans la démarche dans laquelle tu es partie. Et donc tu es partie, donc, pour voir un peu plus les faits, factuellement, tu es partie donc, le 1er mai 2017, pardon, oui, du coup, l'année d'après, du Puy-en-Velay. Et tu es partie sans savoir si tu allais jusqu'au bout, et finalement tu t'es laissée aller par le chemin. Eh bien oui, en fait, donc il se trouve que voilà, j'avançais, je marchais, je faisais des rencontres, j'étais bien, en fait j'étais bien dans cette itinérance et dans cette errance. Je me rappelle vraiment avoir plaisir en fait, à me sentir à ma place. Justement, à cette période-là, je cherchais ma place un peu globalement, et à me dire, mais en fait... à cet instant, en fait, je suis à ma place. Ouais, c'est ça. Alors, on a toujours un peu des démons qui viennent te dire « Ouais, mais tu fais rien, tu travailles pas, et si, et là, et qu'est-ce que tu apportes aux autres ?» Mais en fait, au fond, je me disais, si, peut-être que c'est ça aussi, en respectant son propre besoin, parce que ça me nourrissait. Au final, c'était juste et je ne trouvais pas d'autre explication. Je me rappelle parfois me dire sur l'étape, je suis bien en train de marcher, je ne me languissais même pas d'arriver à l'étape. Bon, à la fin de journée, peut-être un peu. Mais je me souviens, c'est milieu de journée où je me dis, voilà, je mets un pied devant l'autre et c'est ça qui me va, c'est ça qui me convient, c'est ça qu'il faut. Et ça me suffit et en même temps, c'est super. Mais ouais, c'est difficile à expliquer. Mais... C'est vrai que c'est difficile des fois de mettre des mots pour ce qu'on a vécu. Si tu avais une anecdote comme ça à nous raconter de ton chemin, la première ou celle la plus marquante, je ne sais pas, qui vient en tête. Alors il y en a eu plein quand même, des gens qu'on retrouve par hasard, sans s'appeler. Mais il y en a une qui m'a marquée, voilà, qui me vient à l'esprit. J'étais un peu avant, j'étais au niveau d'Oviedo. Donc sur le Camino Norte, c'est là où bifurque d'ailleurs le Norte du Primitivo que j'ai emprunté. Je pense que c'était à la sortie d'Oviedo. Et en fait, je commençais à être fatiguée à ce stade-là un petit peu. J'étais partie avec un seul bâton. D'accord. Je ne savais pas trop pourquoi. Je n'avais jamais marché avec des bâtons, j'étais partie avec un seul bâton. Et puis en France, au bout de 500 km à peu près, j'ai eu une tendinite qui m'a bloqué 48 heures. Mais pendant les 48 heures, on se demande qu'est-ce qu'il y a, si on va pouvoir continuer, etc. Et j'avais vu vaguement, j'avais vu un ostéo qui m'avait donné un petit coup de main. Et qui m'avait dit, mais un bâton, ça va pas, soit c'est 0, soit c'est 2. Parce que finalement, effectivement, on se sert toujours du même côté souvent. Et bon. Donc après, j'ai fait à peu près, j'avais fait un tiers avec un bâton, j'ai fait un autre tiers sans bâton. Et en fait, fatigue aidant, je me suis dit, oh là là, pour arriver à Saint-Jacques, parce qu'à un point donné, à partir de 300 km, quand il restait 300 km, je me suis dit, bon, là, c'est vrai que, allez, je me donne l'objectif de Saint-Jacques. Et donc je me suis dit, mais quand même, je suis un peu fatiguée, j'aimerais bien avoir 2 bâtons pour m'aider. Les Asturies, ça s'annonçait un peu vallonné. Donc pour en venir à l'anecdote, c'est que j'avais toujours mon bâton, je l'avais gardé, le seul, mais je m'en servais pas, il était sur mon sac. Et je me disais, il faut que je trouve un bâton, il faut que je trouve un bâton. Pourtant, il n'y avait qu'à prendre l'initiative, mais je ne le faisais pas, je ne sais pas pourquoi. Et à la sortie d'Oviedo, j'y pensais, je me disais, pour le Primitivo, il faut que je me trouve un bâton. Je sors un peu de la ville, j'étais encore sur une route type départementale. Et sur le bord de la route, il y avait une maison avec un monsieur qui était un peu devant son garage et qui bricolait quelque chose. Mais au moment où je suis passée, devant lui, il m'a tendu un bâton. Il était en train de juste, je sais pas, fignoler le bout de bois, quoi. C'était le bout de bois. Ouais. Et il m'a dit, mais sans rien d'autre. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Waouh. J'ai fini le chemin comme ça et je trouve ça, ça fait partie de la petite magie du chemin. Du cadeau comme ça. Du cadeau. Et qui m'a porté aussi parce qu'ils m'ont bien aidé, ces 2 bâtons,
à faire à finir. Ouais. Et c'est pour ça aussi peut-être que je m'en rappelle, parce que voilà, c'est un peu synonyme de soutien. Tout à fait. Vous parlez de ton arrivée après. Comment ça s'est passé, ton arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, l'arrivée à Saint-Jacques, moi je garde un souvenir un peu en demi-teinte, pas aussi extraordinaire qu'on pourrait le penser, ou que moi-même Et là aussi, je crois que c'était un peu la fatigue qui m'a un peu anesthésié certaines émotions. Ouais. Bon, à ce moment-là, j'avais rencontré des gens, on marchait un petit peu en groupe, donc c'était super sympa d'arriver ensemble avec une partie de groupe, tout ça. Mais j'ai pas ressenti d'euphorie, mais au fond, je sais pourquoi aussi. Parce que j'avais prévu d'aller à Finistère, à Ficera. Oui. Donc là aussi, finalement, on ne se laisse pas complètement aller parce que c'est que 3 jours, mais c'est encore 3 jours. Et voilà, comme j'étais un peu fatiguée, du coup, ces 3 jours, c'était encore un peu aller piocher pour aller au bout. Et je crois que c'est aussi pour ça que je ne me suis pas complètement lâchée, enfin c'est comme ça que j'explique, à Saint-Jacques, parce que finalement, le lendemain matin, j'ai repris mon sac et je suis repartie. Donc c'était super chouette et j'ai beaucoup aimé aussi la ville en elle-même. Nous n'avons pas eu droit au Boutafumero, à regret. On a dit, putain, on a fait 1700 bornes et on n'a pas droit au Boutafumero. Mais bon, c'est pas grave. Une prochaine fois, je me suis dit, il faut y retourner. Ben voilà. Donc après, j'ai ressenti plus de choses à Finistère, en fait. Parce que, déjà, symboliquement, visuellement, parce que c'est le bout, j'aime bien cette symbolique. Par chance, il faisait un temps magnifique, ce qui n'est pas super évident dans le coin là-bas. Enfin, on pose le sac, et là, pour le coup, moi, je repartais plus. J'ai des copains qui continuaient sur Fatima. Bon, moi, j'arrêtais là et là c'était plus fort. C'était le bout de mon chemin, de ce chemin-là. Et justement après on en arrive à l'après-Compostelle, quand on rentre chez nous, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rentre chez nous? Alors déjà le retour est rapide. Moi je me souviens avoir pris le bus que sûrement plein de gens ont pris, donc entre Saint-Jacques et Irun. Ce bus de nuit qui met 13 heures à faire Saint-Jacques-Irun, c'est assez drôle parce qu'on toutes les 2 heures, on entend les villes qu'on a passées, Lugo, Oviedo, Bilbao, Santander, et on dit mais ça va trop vite parce que moi j'ai mis 1 semaine entre chaque ville. Et là, voilà, le bus il avance comme ça, il y a cette impression-là de rapidité, de décalage un peu. Après j'étais ok pour rentrer chez moi. J'avais pas beaucoup plus de réponses au final. Enfin, pas de réponse si claire que ça. À ce moment-là, j'étais avec quelqu'un que j'avais rencontré sur le chemin d'ailleurs et que cette personne-là était partante pour reprendre un gîte. D'accord. Et là, moi, je vais faire une petite parenthèse. Oui, vas-y. Voilà. Moi, j'ai travaillé en fait depuis toujours dans le tourisme, dans l'hébergement notamment. C'est-à-dire que c'est mon truc, quoi. Et que mon hébergement un peu privé, que j'affectionne le plus, c'est le type gîte d'étape ou auberge de jeunesse, les lieux collectifs, conviviaux, etc. Et ça, c'est depuis même l'adolescence, en fait. Je me suis toujours dit, j'aurai, ou je tiendrai, ou je m'occuperai d'un hébergement comme ça, à moi, un jour, bon. Mais tout en le gardant un peu en filigrane, parce que je pense que je savais que c'était un gros investissement, donc c'est pour ça aussi que je ne me pressais pas de faire ce projet-là aussi. Voilà, c'est un projet que j'avais dans un coin de la tête depuis très longtemps, et j'ai eu plaisir aussi quand je faisais mon chemin à avoir un petit œil professionnel, à regarder, pas dans le sens du jugement, mais dans le sens de prendre des idées, le salon, la bibliothèque, le truc. J'ai toujours aimé, même dans les auberges, quand je voyageais, j'ai toujours aimé j'ai toujours eu en fait cet œil pour me dire allez, je retiens, ça c'est bien, ça c'est cool. Donc ouais, j'ai toujours eu ce projet en fait derrière la tête en me disant ça viendra en temps voulu. Et en fait j'avoue que sur le chemin il y a quand même quelque chose qui a résonné en moi, c'est ce que moi j'appelle une valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que les autres choses sont moins bien, mais qui me parle à moi, c'est donc cet esprit du chemin, un peu ce côté mystique, voilà, qui moi me parle. Et je me suis dit, c'est ça,
parce que c'est encore mieux, entre guillemets, qu'un hébergement sans ça, pour ma part, bien sûr. C'est quelque chose qui me parlait. Donc ça aussi, j'ai gardé dans un coin de ma tête, mais... et voilà, et c'est donc cette personne qui a relancé l'idée finalement, et en fait on a commencé à chercher, on a fait des dossiers, on a passé des entretiens, et moi ça m'a stimulée énormément. J'ai adoré même la recherche en elle-même, le montage de dossiers, la perspective de travailler pour soi aussi. En fait, je crois que c'était le moment. Je ne pensais pas que c'était le moment, mais en fait, c'est en faisant ces dossiers-là, en prenant des rendez-vous avec des organisations type CCI, ça m'a passionnée en fait, et j'ai adoré. Et donc voilà, ça m'a lancée. Ça a duré quelques mois. Entre-temps, l'autre personne est partie sur un autre chemin qui lui convenait mieux. Mais moi, en fait, je suis restée sur... Bon, en fait, c'était parti. Je suis restée sur ce projet de reprise de gîte, même seule, en fait. Et dans ces recherches, il y a eu cette opportunité ici à Villeneuve-d'Aveyron qui, en fait, s'est concrétisée. Voilà, il y avait une proposition de poste. Il y a eu un entretien, voilà, une sélection. Et donc, c'est moi qui ai été retenue pour donc, gérer... la Maison des Pèlerins, donc à Villeneuve-d'Aveyron. Donc voilà comment je suis finalement arrivée là. Et c'est parfait en fait. C'est parfait pour moi parce que je me retrouve vraiment dans le fait de travailler pour moi en fait à ce moment-là de ma vie. Ça a énormément de sens pour moi. J'ai cette liberté de mettre en place ce que j'ai envie sur ce thème qui me parle. Donc je m'épanouis en fait là-dedans et je me sers aussi de toutes les compétences acquises en fait de mon expérience tourisme, employé, des études, de tout. C'est à la fois un aboutissement. Je mets tout ce que j'ai appris là-dedans. Et une ouverture sur du nouveau en fait. Et voilà, un tremplin aussi. C'est une chouette sensation. Ici, donc, on est à Villeneuve-d'Aveyron, donc dans l'ouest d'Aveyron, et on est sur un itinéraire qui est pas connu, qui fait partie de ce qu'on peut appeler les variantes, de ce qu'on peut appeler les chemins annexes, de ce qu'on peut appeler comme on veut, mais en fait, qui sont tout simplement voilà, peu connus, peu empruntés. En fait, au départ de Conques, on peut bifurquer, si on le souhaite, pour aller vers Toulouse, donc qui est plutôt nord-sud, du coup, plutôt que sud-ouest. Et donc, voilà, c'est un itinéraire Conques-Toulouse de 230 km à peu près, qui se fait entre 7-8 pour les plus rapides et 10 jours si on veut prendre son temps. Et donc une fois à Toulouse, on peut soit rallier la voie d'Arles, soit la Via Garona, bon il y a plein de possibilités. Donc la mairie de Villeneuve d'Aveyron voulait valoriser ce chemin qui lui-même est valorisé aussi au niveau départemental, interdépartemental aussi puisqu'il traverse plusieurs départements. Voilà, il y a un projet qui est là de valorisation de cet itinéraire et Villeneuve n'avait pas d'hébergement non plus, il y a un camping. Mais qui n'a pas vocation à accueillir tout le monde ou toutes les catégories de passants, de voyageurs. Donc c'était le bienvenu aussi. Et au final, effectivement, comme cette voie n'est pas très connue, je n'ai pas beaucoup de pèlerins encore. Et du coup, je fais hébergement du village, donc j'accueille toutes sortes de gens ayant besoin, voilà, des touristes, des pèlerins, des randonneurs, des artistes qui viennent faire un spectacle l'été. Et ça me plaît. Ça rejoint le côté auberge de jeunesse, voilà, du monde de passage, qui n'est pas que pèlerin. En fait, ça me plaît. Voilà, ça aussi, ça rallie plusieurs choses que j'aimais bien. Un lieu où les gens se mélangent. Et pour ça, c'est bien aussi que d'avoir que des pèlerins, ce qui est chouette, mais cette dimension-là me plaît aussi. Ah ouais, c'est chouette d'avoir des pèlerins qui vont rencontrer peut-être des artistes en plein été, et oui, où ça crée ça fait des rencontres improbables, ça crée aussi, moi ce que j'aime bien, c'est parfois une personne qui est, on va dire, je mets un peu des étiquettes, mais en tourisme, donc qui est pas forcément itinérante à pied, qui visite, et qui a déjà entendu parler du chemin et qui voit les cartes, qui parle avec un pèlerin, ça va peut-être lui donner. Oh là là, c'est génial, mais oui, j'adore. Alors j'aime bien cette idée-là aussi de rencontres. C'est ça aussi qui est chouette, c'est vrai que quand on fait le chemin, on est dans des gîtes avec que des pèlerins et on se reconnaît en tant que tel. C'est ça qui crée aussi beaucoup de liens, c'est très fort. On est susceptible de s'ouvrir plus facilement, on se raconte un peu nos vies, des fois des choses
dingues. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté des vies de fous, avec des drames impossibles. C'est hyper touchant. Mais je crois que c'est aussi possible dans d'autres circonstances. Et comme là, voilà, en mélangeant les gens, il se passe aussi. Il peut se passer plein de choses comme ça. Ouais, c'est chouette, c'est génial. Est-ce qu'il y a un avant et un après Compostelle, une fois qu'on a fait le chemin? Bah, j'ai envie de dire oui. C'est cliché, mais j'ai envie de dire oui. Après, peut-être ça dépend des gens aussi. Ça dépend ce qu'on en retient ou ce qu'on en rapporte. Peut-être un peu comme un voyage qui est important dans notre vie. Peut-être les gens prennent le chemin pour, pas mal, hein, pour un peu réfléchir. Et donc, de fait, il y a souvent un après parce qu'ils ont pris ce temps pour réfléchir et peut-être pour modifier des choses dans leur vie pour qu'ils soient plus heureux, tout simplement. Il y a aussi des personnes qui partent en disant, en n'ayant aucune attente, mais aussi un peu dans la négation du truc, et qui sont pris par ce mysticisme aussi, donc ça c'est intéressant. Bon, moi, du coup, ce que j'en retiens, donc oui, il y a un après, parce que ça m'a un peu propulsée, c'est un lien avec voilà, ce que je fais aujourd'hui qui fait que je suis heureuse en fait, et donc du coup ça fait toujours partie quand même de ma vie, et en l'occurrence j'ai pas vraiment quitté le chemin. Donc bon, voilà. Moi ce que j'essaye d'en retenir, c'est l'état d'esprit en fait, d'être ouvert à ce qui se présente, dans une disponibilité un peu ouvert aux rencontres, et d'accepter aussi les obstacles, les embûches, le mauvais temps, tout ce qu'on apprend en fait subtilement et qui fait référence à la vie en fait. Hein. Mais cette joie en fait que les gens ressentent souvent et qui sont un peu tristes après, ils disent ah là là, j'ai envie de retourner sur le chemin. En fait moi ce que j'ai envie c'est de transposer cet esprit dans la vie de tous les jours. Alors j'essaie. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, je crois que c'est ça, c'est de dire, en fait, cet esprit d'ouverture, de découverte, d'être content de la rencontre, ou d'accepter les jours sans, d'accepter de marcher sous la pluie. Bon. Et de le transposer en fait dans la vie de tous les jours, à n'importe quelle situation. Et aussi pour les opportunités, comme le bâton tendu. Voilà. Donc pour moi, l'après-chemin, c'est d'essayer de rester en fait dans cet esprit du chemin, parce que déjà ça me rend... Oui, c'est plutôt une bonne énergie pour être bien avec les autres aussi, en fait. Tout à fait. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo les coordonnées du gîte à Villeneuve d'Aveyron, si vous êtes intéressé pour découvrir ce chemin et découvrir ce merveilleux gîte. Personnellement, j'y étais restée une nuit quand j'avais fait un petit bout sur ce chemin-là, et c'est comme ça que j'ai découvert ce très beau village et ce très beau lieu, et que j'étais très heureuse de découvrir un gîte d'accueil pour pèlerins sur ce chemin, parce que je suis partie en me disant est-ce qu'il va y avoir des accueils pour pèlerins, et donc c'est vraiment chouette. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle initiative que tu as là, et que tu mets tout en œuvre pour créer ce lieu qui est vraiment, vraiment très chouette. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions. Ça m'a fait très très plaisir de t'accueillir ici sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dessus, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos et les prochains portraits de pèlerins, parce que ça n'est pas fini, j'espère bien. Je vous fais plein de gros bisous, et puis à une prochaine.